Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au lancement du plan d'action de la recherche, découverte, création, innovation 2022-2027 de l'Université de Montréal. Je suis Marie-Josée Hébert, je suis la vice-rectrice à la recherche et je suis très heureuse de vous présenter ce plan d'action. Puisque, comme vous le savez, la recherche est une des missions fondamentales de l'université, puis moi j'oserais dire que c'est une de nos passions fondamentales. Une passion qui est partagée par l'ensemble de nos équipes de recherche et qui est une source de fierté pour l'ensemble de la communauté. Et cette passion-là partagée, les découvertes que l'ensemble de notre communauté fait, bien sûr, c'est une source de fierté, mais c'est aussi une manière d'affirmer notre rôle comme grande université de recherche et d'assumer ce rôle tant localement qu'au niveau national et international. La recherche, elle nous permet d'enrichir notre vie, la vie de nos collectivités. Et la recherche, bien sûr, elle nous permet de former. Parce que oui, on forme à la recherche, mais on forme aussi par la recherche. Et la formation que l'on donne, elle est enrichie par les découvertes de la recherche. Et moi, je suis convaincue, comme la plupart d'entre vous, je crois, que la recherche et la formation, ce sont deux facettes d'une même pièce, d'une même passion que l'on partage ici, tous, à l'Université de Montréal. Le plan d'action de la recherche, il s'arrime à la nouvelle planification stratégique de l'université et il s'arrime donc aux trois piliers de cette planification-là. D'abord, oser le changement, vivre notre pluralité et fédérer les énergies. On ose le changement en privilégiant le libre accès au savoir, à la production des connaissances ici à l'Université de Montréal, mais partout au niveau de la communauté scientifique. Et on ose le changement en favorisant le partage responsable des données de recherche. On souhaite vivre notre pluralité en s'inscrivant et en inscrivant dans notre engagement en recherche dans une vision d'équité, d'inclusion et en s'assurant d'appuyer des perspectives diversifiées et des trajectoires de recherche qui, elles aussi, doivent être diversifiées. Puis enfin, le plan de recherche, on ose espérer qu'il reflète notre volonté de fédérer collectivement nos énergies, puis en priorisant la collaboration qui est une valeur fondamentale de notre communauté de recherche. Et on souhaite le faire en favorisant l'émaillage, bien sûr, entre les disciplines, entre les secteurs, entre les équipes, mais en le faisant, en laissant libre champ à la liberté de recherche dans notre université, parce qu'on est convaincu que c'est cette liberté de recherche qui permet la créativité dont nous sommes tous tributaires. Le plan d'action qu'on vous présente aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un outil pour soutenir les chercheurs, les chercheuses, les équipes de recherche qui évoluent dans une université où il y a un éventail tout à fait remarquable de disciplines. Et la vision qui oriente l'ensemble de nos actions et stratégies est de soutenir les équipes de recherche afin que leur passion pour la recherche, la création, l'innovation permettent de comprendre, d'imaginer, de construire ensemble un monde durablement meilleur. L'ensemble de la réflexion de notre nouveau plan d'action s'appuie avant tout sur l'excellence de l'Université de Montréal. Mais quand on parle d'excellence, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire une excellence qui est multiple, qui est collaborative, qui est inclusive, qui est responsable et qui est ouverte. L'UDM a des forces avérées qui se sont développées depuis de nombreuses décennies et qui se sont développées grâce à des équipes engagées, dynamiques, créatives et qui se sont toutes impliquées dans une quête du savoir et de la découverte. On a identifié 10 secteurs d'excellence, et je vais vous les nommer. Bio-innovation et santé numérique, cerveau, pensée, perception, création, culture et imaginaire, environnement, biodiversité et société, exploration fondamentale de la réalité,
intelligence artificielle, numérique et humaine, matériaux et procédés de demain, rapports sociaux, démocratie et responsabilité, savoir et acquisition des connaissances, et une seule santé. Ces 10 secteurs d'excellence, ils sont autant d'assises sur lesquelles on souhaite tous collectivement, ensemble, continuer à construire notre leadership en recherche, ici, mais aussi de par le monde. Et dans un contexte où le secteur de la recherche est en évolution constante, il nous semblait essentiel d'identifier aussi des stratégies qui visent à répondre aux besoins de notre communauté et à leur donner les outils qui leur permettent de réaliser leurs aspirations les plus profondes. Alors, ces stratégies se regroupent en 3 priorités: soutenir la collaboration, promouvoir la responsabilité en recherche et maximiser l'impact. Mais nous nous assurons également de maintenir et de venir renforcer les mécanismes de soutien aux équipes de recherche. Et ça passe par le déploiement d'une stratégie numérique qui vous sera présentée plus en détail par mon collègue Yves Joannette dans quelques instants, par la modernisation des services en appui à la communauté de recherche, par le soutien au partage des connaissances, pas seulement entre nous dans la communauté universitaire, mais avec la société, et encore en appuyant nos équipes et nos facultés à s'engager dans des activités interdisciplinaires grâce au laboratoire d'innovation dont on vous parlera un peu plus tard. Alors, un des éléments clés du message, c'est que le vice-rectorat à la recherche, découverte, création, innovation est là pour vous soutenir, vous appuyer, pour vous aider à réaliser vos aspirations. Puis au même titre que la recherche ne peut pas se faire de manière isolée, l'appui à l'ensemble de la communauté de recherche, c'est aussi un travail d'équipe. Et je tiens donc à donner la parole à tous les membres de l'équipe responsables des différents mécanismes d'appui à la communauté, et en commençant par Yves Joannette, vice-recteur adjoint à la recherche. Merci, Madame la vice-rectrice. Alors, cette stratégie numérique, son objectif, c'est de développer les cultures, les expériences du numérique pour la création, la transmission, puis la mobilisation des connaissances. Alors, pourquoi on a besoin d'une stratégie numérique? Parce qu'on a des besoins dans le domaine du numérique. Ces besoins sont omniprésents et en forte croissance. Par exemple, les besoins du côté des données de recherche, leur gestion, leur stockage, comment les partager. C'est aussi des besoins du côté des technologies des communications. Par exemple, la télésurveillance, et évidemment dans le domaine de la santé, la télésanté. C'est aussi, en plus, des besoins de traitement de logiciels qui soient du calcul de haute performance des données ou encore dans une application mobile. Ces nouvelles responsabilités sont importantes et il faut départager le rôle des équipes de recherche, le rôle de l'institution. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a également des risques et ces risques-là, il faut les gérer. Donc, on a besoin d'une stratégie numérique qui est responsable pour la recherche et l'enseignement, pour les équipes de recherche et qui est liée à la transformation numérique de l'institution. Ces dimensions à la stratégie numérique sont les suivantes, celles pour avoir accès à des données de qualité et accessibles selon les principes en cours, celle d'environnement et d'outils technologiques d'importance, une gouvernance claire et adaptée, et en plus une formation, un élément de formation pour et par le numérique. Cette formation, qui est développée en lien avec le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études, a un certain nombre de composantes, une composante de sensibilisation et de formation de base qu'on pourrait qualifier d'universelle dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine justement de la gestion des données de recherche. On peut même parler de frugalité numérique en lien avec la stratégie de développement durable. On parle également dans un deuxième étage d'une évolution vers le numérique en action dans chacun des programmes, une évolution du contenu de tous les programmes qui sont disponibles actuellement et pour lesquels il faudra former bien sûr les formateurs.
Il y a bien sûr aussi des occasions pour de la formation complémentaire, micro-programmes, nanoprogrammes dans divers domaines du numérique et aussi, finalement, dernier étage de cette stratégie de la formation numérique, la formation d'experts qui ont des compétences à la fois dans le numérique et dans un domaine précis. Pour mettre en œuvre cette stratégie, bien sûr, tous les acteurs institutionnels seront là et la communauté sera mise à profit. Il y a une coordination entre les services. Il y a la mise en place, par exemple, d'une table de travail sur la gestion des données de recherche qui va se focaliser sur cet aspect-là. Il y a aussi des partenaires extérieurs, que ce soit Calcul Québec ou l'Alliance pour les infrastructures numériques majeures. Et ça, c'est des partenariats qui sont très importants. Pour pouvoir diffuser puis consulter la stratégie numérique, il y aura la mise en place d'une page web pour le numérique qui va se déployer petit à petit et qui sera toujours en mode rétroaction et en mode d'agilité suite aux commentaires de la communauté, aux commentaires des utilisateurs. Donc, le tout est une approche, une stratégie numérique qui a une approche complètement responsable, ce qui me permet d'ailleurs d'introduire ma collègue Lucie Parent, vice-rectrice adjointe, qui va nous parler justement de responsabilité en recherche. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur adjoint. Alors, je suis en effet très ravie aujourd'hui de vous parler de responsabilité en recherche. Alors, responsabilité en recherche, c'est quoi au juste? Bien, écoutez, historiquement, je pense qu'on peut dire que le discours en recherche portait principalement sur la notion de conformité. Et on mentionnait souvent le cadre normatif de la recherche. Mais vous savez, nous, les chercheurs, on travaille dans des environnements foisonnants où la notion de conformité s'oppose parfois, peut-être à tort, à la créativité. Alors, à la notion de conformité en recherche s'est substituée plus récemment la notion de responsabilité. Et cette notion de responsabilité, elle engage le participant, le chercheur, à déployer, à se dépasser par l'atteinte des meilleures pratiques en recherche ou des pratiques exemplaires. Et c'est cette approche, la promotion des pratiques exemplaires, que nous avons suivie lorsque nous avons rédigé la politique sur la conduite responsable en recherche qui a été adoptée par l'Université de Montréal en mai 2021. Alors, cette politique, la 60.16 pour ne pas la nommer, a réuni plusieurs acteurs de la communauté, donc les membres du Bureau de la conduite responsable en recherche, mais aussi les étudiants, les chargés de cours, les chercheurs, les professeurs et les professionnels de la recherche. Et tous ces gens, toutes ces personnes se sont mobilisées très, très rapidement autour de plusieurs principes fondateurs, mais principalement la responsabilité et le respect inclusif. Bien sûr, la politique sur la conduite responsable en recherche a établi un cadre clair à l'intérieur duquel la mission et le mandat de notre vice-rectorat s'exercent. Mais ces principes sont plus que des mots, ce sont des actions aussi. Et ces principes nous ont amenés à déployer plusieurs actions au sein de notre vice-rectorat. Entre autres, en particulier, je vous rappelle que dans le cadre de la pandémie là, qui s'est déployée et qui se termine à peine, le comité de reprise des activités de recherche, le comité que nous appelons bien affectueusement le CRAR, a permis le déploiement et la poursuite des activités de recherche, un certain niveau du moins d'activités de recherche sur le campus en toute sécurité pour les participants. Et que cet déploiement d'activités en toute sécurité, alors c'est produit sans que ne se produise un seul cas d'éclosion dans nos installations. Avec la pandémie qui s'estompe, nous faisons face à d'autres enjeux aussi importants. Et puisque je vous parlais de déploiement sécuritaire des activités de recherche, on fait face maintenant à un enjeu grandissant concernant la sécurité en recherche. Alors, vous savez, la sécurité en recherche, vous le savez probablement, est un enjeu, une préoccupation grandissante de nos gouvernements canadiens et québécois. Et nous sommes maintenant confrontés à des exigences particulièrement importantes de ces deux paliers de gouvernement. Alors, soyez rassurés,
Notre équipe est déjà à pied d'œuvre avec les services, les TI, le BRDV, pour outiller, développer des outils, développer des services à la fois qui soient souples et conviviaux afin de répondre adéquatement aux demandes des organismes subventionnaires. Alors, depuis le début, Mme Hébert et M. Joannette vous ont parlé beaucoup de collaboration. Et effectivement, tout ceci repose sur la collaboration étroite avec les chercheurs, avec notre communauté, avec aussi les autres collègues des vice-rectorats. Bien principalement chez nous, on est très préoccupés par la présence et l'action des étudiants au cycle supérieur qui sont, rappelons-le, au cœur de toutes nos activités de recherche. Il est important, il est notre devoir, et nous en sommes très conscients qu'il faut bien outiller les étudiants de sorte qu'ils puissent effectivement mener à terme et dans les meilleures conditions possibles leur programmation de recherche. Chez nous, cette offre de formation en conduite responsable en recherche, ce dossier il est mené principalement par ma collègue, Mme Julie Carrier, vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à Julie sur ce sujet et sur bien d'autres. Comme Madame la vice-rectrice l'a si bien mentionné, la formation et la recherche sont vraiment les deux faces d'une même médaille. Vous ne serez pas surpris alors de savoir qu'il existe une collaboration vraiment très étroite entre le vice-rectorat à la recherche, la découverte, la création et l'innovation et le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études. Il y a 3 grands volets dont je vais vous parler dans cette courte allocution. Je veux premièrement parler, comme Mme Parent nous l'a mentionné, qu'on travaille beaucoup sur le rehaussement, mais aussi sur le développement d'une culture en conduite responsable dans la recherche pour les étudiants et les étudiantes de tous les cycles, du premier cycle au cycle supérieur, mais également pour les postdoctorants et les postdoctorantes. Nous sommes donc, avec les 2 vice-rectorats, à développer des boîtes à outils pour alimenter, par exemple, le contenu des cours qui sont déjà existants. On travaille également sur le développement de formations autoportantes qui vont porter autant sur les concepts de base en éthique, mais aussi sur des thèmes qui sont plus avancés en conduite responsable en recherche, comme la propriété intellectuelle et la gestion des données de recherche. Vous le savez très bien, les étudiants et les étudiantes au cycle supérieur et les postdoctorants et postdoctorantes sont vraiment la force vive de notre recherche. Pourtant, le niveau de financement de nos étudiants et étudiantes n'est pas encore à la hauteur de nos succès en recherche. C'est pourquoi nos 2 vice-rectorats également travaillent vraiment d'une façon synergique pour pouvoir améliorer le financement de nos étudiants au cycle supérieur. Donc, nous travaillons ensemble, mais nous travaillons également avec plein d'autres acteurs à l'université, incluant Réseau, la philanthropie, les grandes activités de recherche structurantes, les chaires de recherche, le programme Apogée et les facultés, afin de s'assurer qu'un financement adéquat arrive pour tous nos étudiants et étudiantes inscrits dans les programmes de recherche au cycle supérieur. Nos 2 vice-rectorats sont également extrêmement en synergie afin d'assurer que les nouvelles avancées en recherche puissent créer également de grandes opportunités de formation au niveau académique. Nous créons donc en collaboration, encore là, avec plusieurs autres acteurs de l'université, dont les facultés, les départements, des nouveaux outils de formation pour alimenter les contenus de cours existants, mais aussi pour créer des nouveaux cours et des nouveaux programmes qui sont inspirés par les grandes initiatives de recherche. On peut parler, par exemple, au numérique, donc mon collègue Yves a de parler, mais aussi de l'entrepreneuriat responsable, de Une seule santé, de recherche-création, qui sont quelques exemples de ce type de contenu que l'on développe et de type de programme que l'on va développer dans l'avenir. Il y a également des initiatives de formation en développement durable. Et d'ailleurs, j'invite mon collègue Luc Stafford, vice-recteur associé, à venir nous discuter des initiatives en développement durable.
Merci beaucoup, Julie. En effet, notre plan d'action donne une place importante au développement durable dans toutes les sphères de la recherche. Ce n'est pas une surprise pour personne, il est particulièrement important et urgent d'agir pour s'adapter au changement climatique, pour améliorer notre santé globale, mais aussi pour réduire les inégalités sociales et environnementales. Vous l'avez sans doute vu, les enjeux de développement durable sont devenus un critère obligatoire dans toutes les demandes de bourses et de subventions soumises au Fonds de recherche du Québec. On demande donc aux équipes, dès maintenant, de commencer à préciser et à réfléchir en quoi les travaux de recherche proposés répondent à l'un ou plusieurs des objectifs de développement durable de l'ONU. Au vice-rectorat à la recherche, on souhaite pousser la démarche encore plus loin pour accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. On souhaite donc les intégrer non seulement dans la programmation de recherche, comme le demande le FRQ, mais aussi dans nos pratiques de formation des étudiants par la recherche, dans l'élaboration des budgets de recherche, dans l'organisation de nos déplacements professionnels, incluant les conférences, la mobilité entre les laboratoires, et aussi dans la gestion de nos infrastructures de recherche. Donc, dans ce contexte-là, en collaboration avec l'unité de développement durable, on a commencé par préparer un guide pour outiller les équipes de recherche de l'Université de Montréal qui sont moins familières avec les notions et les défis du développement durable. Donc, ce guide est maintenant disponible sur le site du Bureau de la recherche, du développement et de la valorisation. Avec le Centre d'expertise numérique de la recherche, on travaille aussi à la mise en place d'un nouveau registre des infrastructures. Cette plateforme devrait non seulement nous permettre d'assurer une gestion optimale de nos laboratoires et de nos équipements de recherche, mais aussi de soutenir la collaboration entre les équipes par le partage des équipements, mais aussi par le partage du savoir-faire dans l'utilisation de ces équipements. Grâce au registre, on pourra également réfléchir dès l'achat de l'équipement aux ressources qu'on a besoin pour entretenir ces équipements, mais aussi commencer à réfléchir à leur gestion de fin de vie dans l'optique de maximiser leur impact, mais aussi de réduire leur empreinte écologique. D'ici quelques semaines, on compte également lancer un nouvel appel à projet qui va viser à promouvoir la gestion éco-responsable de nos infrastructures. Donc, on va d'abord venir vous sonder pour savoir quels sont vos besoins et après, on va lancer l'appel à projet en lien avec les besoins qui seront exprimés par notre communauté. Je vous invite donc à rester à l'affût. Parmi l'ensemble de ces actions, on souhaite donc développer à l'Université de Montréal une culture qui est non seulement créative, qui est responsable, mais qui est aussi engagée en développement durable pour que tous ensemble, nous puissions construire un monde qui est durablement meilleur. Je vous invite maintenant à regarder une vidéo qui témoigne des collaborations et du travail d'équipe en recherche à l'Université de Montréal. Le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire la recherche à l'Université de Montréal, c'est l'excellence. Je pense que l'université, en fait, aujourd'hui est le seul lieu où on peut encore faire de la recherche en profondeur. Il n'y a plus beaucoup de ces lieux-là. Tout va vite, en fait. On a rarement les moyens ni le temps d'aller fouiller des sujets en profondeur. Et pour moi, c'est à l'université que je l'ai trouvé. J'aime toujours dire aux étudiants, quand ils commencent dans mon laboratoire, que à mesure qu'ils vont progresser dans leur formation, ils vont en connaître autant, à un moment donné, que moi sur leur sujet, et éventuellement, ils vont en connaître plus que moi sur leur sujet. Lorsque je suis médecin, je peux aider un patient à la fois. Par contre, lorsque je fais de la recherche et que je travaille avec des chercheurs fondamentalistes, on peut développer des solutions qui peuvent aider des patients à beaucoup plus grande échelle, ici et ailleurs. Moi, je suis professionnel de recherche. Mon travail, c'est d'appuyer des chercheurs et créer de synergies et collaboration entre les différents chercheurs de domaine santé ainsi que de domaine numérique. C'est extrêmement enrichissant intellectuellement de pouvoir superviser des étudiants conjointement avec des ingénieurs, des informaticiens. Donc, c'est à l'interface entre différentes disciplines là, que survient la créativité.
Pour qu'il y ait une collaboration puisse pouvoir amener à des nouvelles idées, à des nouvelles manières de penser, puis aux meilleures solutions possibles, il faut être capable d'exprimer des opinions différentes. Puis avoir un regroupement de personnes qui ont seulement une même vision, ça ne marche pas. Pour qu'une collaboration puisse fonctionner de manière efficace, puis la meilleure façon possible, c'est vraiment d'être capable de regrouper des gens qui ont des manières de penser différentes. Et souvent, ça vient en ramenant des gens qui ont une formation différente, qui viennent peut-être de différentes parties du monde. Donc, vraiment d'avoir une diversité, une richesse. Moi, je me vois comme un entrepreneur scientifique, social, au service de la communauté. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai vu l'accélération de la digitalisation et de la numérisation de la société, ça a été les questionnements qui sont nés en moi sur la manière dont les sciences sociales, dont les connaissances théoriques et empiriques qu'on développait à l'université pouvaient être adaptées et pouvaient accompagner cette transformation de la société. Et l'envie de participer un petit peu à l'étude, à l'analyse et très modestement à des recommandations pour peut-être essayer de faire en sorte que ces transformations soient harmonieuses et respectueuses et dans le sens du bien commun. Si je devais donner 3 mots qui décrivent la recherche à l'Université de Montréal, je pense que ça serait l'autonomie, la découverte, puis quelque part c'est un peu un rêve ou la magie peut-être de faire de la recherche. Alors, voici maintenant venu le temps de vous parler du laboratoire d'innovation. Qu'est-ce que c'est? Le laboratoire d'innovation, c'est un partenariat entre le vice-rectorat à la recherche, découverte, création, innovation et le vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études, et qui vise à favoriser le développement de projets, d'initiatives interdisciplinaires, interfacultaires, à la fois en recherche et en formation. Et c'est donc une équipe qui appuie tant les chercheurs et chercheuses que les équipes de direction facultaire à travailler ensemble autour de thèmes, autour d'enjeux qui prennent assise sur nos forces à l'Université de Montréal, mais qui répondent aussi à des grands défis de société. On a 4 thématiques à l'intérieur du laboratoire d'innovation. La première, construire l'avenir durablement, qui s'attarde à des enjeux de développement durable. On a aussi une thématique autour de la recherche et de la création. Comprendre et créer, créer pour comprendre, qui s'intéresse au processus créatif, qui s'intéresse à l'inventivité en recherche et en formation. Un troisième projet, la vie repensée, s'intéresse notamment au continuum de la vie, de notre vie prénatale jusqu'au vieillissement et de notre rapport en termes de pensée, perception au monde qui nous entoure. Et puis, finalement, un nouveau projet qui s'intitule vers une société inclusive, innovante et responsable, dont le premier projet porte sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Alors, je vous propose aujourd'hui de entendre le témoignage de chercheurs, chercheuses qui ont été impliqués dans des projets du laboratoire d'innovation et qui pourront partager avec nous leur expérience à l'intérieur de cette structure qui vit maintenant à l'Université de Montréal depuis 5 ans. Et donc, je demande à M. Luc Stafford de s'avancer et de s'entretenir avec Carl Hardy-Dubois, doyen de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et Juan Torres, vice-doyen à la recherche à la Faculté de l'aménagement. Et les 3 vont s'entretenir autour du projet « Construire l'avenir durablement ». Merci Marie-Josée. Depuis l'été dernier, j'ai le privilège de piloter le laboratoire d'innovation « Construire l'avenir durablement ». Donc, en lien avec nos secteurs d'excellence, CLAD a des groupes de travail dans différents secteurs d'excellence, incluant les matériaux et les procédés de demain, l'environnement, la biodiversité et la société, une seule santé
Et aussi, nous avons un groupe de travail dédié directement aux activités de formation pour intégrer les enjeux de développement durable dans la formation au premier cycle, mais aussi au cycle supérieur. Et aujourd'hui, pour illustrer un peu les travaux du laboratoire d'innovation, donc j'ai le plaisir de m'entretenir avec M. Carl Hardy-Dubois, qui est doyen à l'École de santé publique, et M. Juan Torres, qui est vice-doyen à la recherche à la Faculté de l'aménagement. Donc d'abord avec vous, monsieur Dubois, d'où est venue l'idée de produire ou de développer un projet interfacultaire en santé urbaine? Je citerai deux raisons. Nécessité et opportunité. Nécessité d'abord. Au cours des 2 dernières années, nous avons été témoins d'une crise exceptionnelle durant laquelle notre ville, notre métropole, a montré toute sa fragilité, toute sa vulnérabilité. Cette initiative, c'est en quelque sorte notre réponse collective de plusieurs facultés à l'urgence de répondre à cette crise, à l'urgence de transformer la ville, de construire la ville de demain. Je disais, deuxième raison, opportunité. Cette opportunité, cette initiative, c'est aussi l'occasion de pouvoir profiter de ce vaste laboratoire qu'est la ville pour pouvoir développer nos activités de manière à transformer cette ville en mettant l'accent, en misant sur la santé urbaine. Mais dites-moi concrètement, qu'est-ce que c'est la santé urbaine? La santé urbaine, je dirais ça part tout d'abord de la reconnaissance que les villes, c'est des vectrices de risques. Les villes portent des menaces à la santé des populations. Mais les villes ne sont pas que menaces. Les villes, heureusement, les villes fournissent aussi divers leviers que leurs institutions peuvent utiliser, peuvent mobiliser pour améliorer la santé. Je peux citer le logement, le transport, l'aménagement du territoire, la santé publique, la sécurité publique. Ce sont autant de leviers que les institutions peuvent utiliser pour créer des environnements plus favorables à la santé, pour créer des environnements promoteurs de santé. La santé urbaine s'inscrit donc dans cette perspective globale de la santé où l'on agit sur cet ensemble de déterminants de la santé. De toute évidence, les défis pour la recherche sont gigantesques et j'ai envie maintenant de poser la question à vous, M. Torres. Concrètement, est-ce que vous pouvez me dire comment CLAD a contribué à la mise en place de cette initiative en santé urbaine? Tout à fait. La manière dont on vient de décrire la ville me fait penser que CLAD est en quelque sorte une ville, une concentration des ressources dans le temps et dans l'espace. Donc, CLAD a été un catalyseur d'idées, d'exemples, de bonnes pratiques inspirantes. Puis, je pense qu'en mobilisant beaucoup de personnes, de beaucoup de domaines, de beaucoup de secteurs, de beaucoup de disciplines, CLAD a permis d'atteindre un état d'esprit qui rendait tout à fait naturel une initiative de collaboration entre différentes disciplines, entre différents secteurs, comme l'initiative en santé urbaine. Donc, à court terme, vous avez 2 facultés, mais donc CLAD, j'imagine, vous permet encore de ratisser encore plus large et d'aller chercher d'autres expertises qui sont complémentaires. Tout à fait. Mais en quelques mots, qu'est-ce que le laboratoire d'innovation pourrait vous amener, j'imagine, à la fois par la recherche, mais aussi par la formation, à pousser votre idée qui est issue des facultés, à aller encore un peu plus loin? Peut-être. En matière de santé urbaine, l'un des principaux défis, c'est d'organiser cette transversalité que requiert l'action intersectorielle. Et en ce sens, le laboratoire a été un atout parce que ça a offert les espaces appropriés pour organiser cette collaboration interfacultaire, pour organiser cette collaboration interdisciplinaire, interinstitutionnelle qui est essentielle pour ce type d'initiative. Je dirais aussi que ça a offert les lieux appropriés pour faire cette articulation entre formation, recherche et intervention. Et je rajouterais une chose, avec le laboratoire, notre initiative a profité d'un capital de réflexion qui a été mené depuis plusieurs années autour de la notion « une seule santé ». Donc, ça permettait donc d'emblée
d'inscrire l'initiative dans cette perspective où on va tenir compte de ces interfaces animales, humains, environnement. Ça permettait d'emblée d'inscrire l'initiative dans cette perspective où on va tenir compte de différentes échelles d'intervention. Échelle populationnelle, les différents sous-groupes de population, les différentes communautés, échelle territoriale, les différents territoires, les divers milieux de vie, échelle transterritoriale, pour tenir compte de ces connexions avec d'autres territoires, d'autres pays, dans une perspective de santé mondiale ou de santé planétaire. Mon Dieu, clairement, il faut de la passion pour arriver à répondre à tous ces défis-là. Et vous, M. Torres? Mais brièvement, je compléterai en disant aussi et en rappelant que CLAD, comme les autres laboratoires d'innovation, c'est avant tout des personnes passionnées, intéressées et des personnes qui portent des réseaux. Donc, l'initiative en santé urbaine bénéficie de tous les réseaux des personnes qui s'approchent, qui mettent en commun leurs connaissances, leurs idées. Et donc, ça permet d'amplifier une idée qui commence comme une initiative entre deux facultés, entre quelques professeurs, chercheurs et des étudiants qui ont déjà un historique de collaboration très riche. Ça permet de l'amener beaucoup plus loin et aussi beaucoup plus ambitieusement dans le temps vers une activité qui puisse devenir très structurante pour notre université, pour la ville, pour la province, en fait, à travers le monde, à toutes les échelles que Carl-Henri vient de mentionner. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, comme vous l'avez mentionné, qu'on a des impacts au niveau local, mais que clairement, cette initiative-là s'inscrit dans un contexte mondial. Donc, Université de Montréal et du monde. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Merci beaucoup, messieurs. J'invite maintenant Yves Joannette à s'entretenir avec Patricia Conrad, professeure au département de psychiatrie et d'addictologie de la faculté de médecine, et Karim Gerbi, professeur au département de psychologie de la faculté des arts et sciences. Ils vont nous parler de leur expérience au sein du projet La vie repensée. Merci, Madame la vice-rectrice. Le laboratoire d'innovation a vraiment été introduit pour jouer un rôle de creuset de collaboration puis de mise en lien entre les disciplines, entre les secteurs. C'est d'ailleurs une dimension qui caractérise notre force à l'Université de Montréal, avec son approche responsable. La vie repensée, ça correspond à une de ses forces dans le domaine des sciences du cerveau, de la santé mentale, et appliquée à la population, mais provenant aussi de la recherche la plus fondamentale. Alors, j'aimerais demander à deux piliers de la recherche dans les sciences du cerveau et de la santé mentale, professeur Patricia Conrad, professeur Karim Gerbi, comment ils voient le futur du domaine des sciences du cerveau et de la maladie mentale comme bénéficiant de cet esprit de collaboration, du creuset que sont le laboratoire d'innovation. Tiens, je vais commencer par vous, Patricia. Mais nous savons maintenant que les troubles mentaux sont complexes, ne sont pas toujours stables et sont façonnés par une multitude de conditions biologiques, psychosociales et environnementales. Le défi pour le futur sera de développer une façon de mieux communiquer autour des troubles mentaux, mais de aussi permettre aux cliniciens, aux chercheurs et aux personnes touchées par les troubles mentaux de communiquer de façon fiable sur les états mentaux sans référer à des troubles ou bien des diagnostics, mais plutôt de pouvoir communiquer sur les difficultés de fonctionnement spécifiques. Et cette approche plus dimensionnelle va nous permettre aussi de mieux étudier les processus biologiques, les processus psychosociaux qui sont impliqués dans la santé mentale et de développer les traitements qui sont plus précis, qui sont plus ciblés, mais aussi qui pourraient être offerts de façon plus précocement. Et ça implique aussi, ou ça suggère que
peut-être dans le futur, les personnes qui sont touchées par les troubles mentaux ne devront pas attendre d'être impactés à un niveau grave ou même handicapés par les troubles mentaux. Et ils peuvent peut-être accéder les ressources et les services de santé mentale plus précocement avant d'être impactés. Donc, une immense contribution pratique là, pour la qualité de vie de la population. On sait l'incidence très grande des défis de santé mentale, mais cette approche interdisciplinaire va permettre de mieux voir venir, finalement, et de mieux intervenir le plus précocement possible. Ça, exactement. Et en développement à ce moment sont des nouveaux traitements qui ciblent des processus très spécifiques, soit biologiques ou psychosociaux, les traitements génétiques, les traitements psychosociaux, même les traitements de stimulation cérébrale et les nouveaux traitements pharmacologiques qui sont vraiment beaucoup plus précis, mais pourraient être pertinents pour plusieurs différentes difficultés de fonctionnement et appliqués dans plusieurs différents milieux de soins. C'est fabuleux et c'est vraiment ce résultat. Je me tourne vers Karim Gerbi parce que là, ce creuset, il y a bien sûr les neurosciences, les sciences du cerveau, la santé mentale, mais il y a aussi la manière dont le cerveau fonctionne, cette approche qu'on appelle computationnelle. Alors comment toi, Karim, dans ce laboratoire d'innovation, comment tu vois le futur là, de ce lien cerveau-computation? Je pense que le futur, il va être encore plus rayonnant. Je pense qu'on est sur une belle voie avec les neurosciences computationnelles. Notamment, on parle de neurosciences computationnelles, mais on parle beaucoup aussi de l'interface entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. On sait que c'est 2 points forts de l'Université de Montréal. Donc là, on est parti sur une belle nouvelle aventure qui va, je pense, s'intensifier sur les prochaines années. Quand on parle d'interface entre neurosciences et intelligence artificielle, parfois on a un peu de mal de voir comment ces 2 domaines vont s'entraider. C'est typiquement un exemple de recherche interdisciplinaire, donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant ici à l'Université de Montréal. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment les avancées en intelligence artificielle vont pouvoir accélérer la recherche en neurosciences à tous les niveaux, que ce soit fondamental ou clinique. Mais inversement, donc on va dans l'autre direction, comment est-ce que les connaissances en neurosciences, nos connaissances sur l'intelligence biologique, va pouvoir nous aider à améliorer nos algorithmes en intelligence artificielle. Donc il y a cet aller-retour entre les deux. Et je suis très content que l'Université de Montréal a pris un rôle phare dans cette interaction sur la scène internationale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va se développer beaucoup plus dans le futur. Une autre chose que je vois, c'est, je pense, l'impact grandissant de ça sur la société et puis sur, comme le disait Patricia à l'instant, sur la santé mentale, les implications en santé clinique. Donc là, je pense qu'il y aura un impact qui deviendra de plus en plus fort avec nos algorithmes qui s'améliorent, mais aussi en parallèle notre compréhension du cerveau dans son fonctionnement, mais aussi dans son dysfonctionnement, qui, encore une fois, sera accéléré par les modèles qui nous viennent de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a les deux là-dedans. Et je vais peut-être me permettre de citer Spider-Man, qui a dit « Avec grand pouvoir viennent de grandes responsabilités ». Je pense que là aussi, on est typiquement avec l'IA et les neurosciences dans un domaine où on est aussi, il y a des grands risques aussi de biais et de mauvaises décisions qui peuvent être prises. Donc, on est très conscient de cela et donc le rôle de la recherche responsable avec une vision inclusive est vraiment pertinente et très cruciale. Et je pense que c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer ici à l'université et jouer un rôle phare dans ce domaine aussi. Vos 2 exemples, en tout cas, montrent très bien que dans ce creuset là, du laboratoire d'innovation intersectoriel, finalement, chacun des ingrédients bénéficie de l'autre et va pouvoir faire un aller-retour d'aide. Karim, vous avez mentionné la question de l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine en aller-retour, et puis aussi, j'imagine, pour les défis de santé mentale et l'aller-retour vers la compréhension de ces défis-là. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Merci.
J'invite maintenant Franck Scherer, vice-recteur associé, à s'entretenir avec d'abord Isabelle Archambault, professeure à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences, et Annie Poulane-Sans-Façon, professeure à l'École de travail social, aussi à la Faculté des arts et des sciences. Ils vont s'entretenir de notre nouveau thème du laboratoire d'innovation, le projet vers une société inclusive, innovante et responsable. Bonjour Annie et Isabelle. Les enjeux de diversité, équité, inclusion sont de plus en plus prégnants dans nos sociétés contemporaines. Ils répondent, ils deviennent aussi de plus en plus prioritaires. D'ailleurs, l'Université de Montréal s'est dotée d'un plan d'action dans ce domaine et une de ces mesures nous concerne directement, c'est la création d'un centre de recherche interdisciplinaire en équité, diversité, inclusion. Alors, c'est un projet que le laboratoire d'innovation soutient dans ce nouvel axe vers une société inclusive, innovante et responsable. Je me tourne d'abord vers vous, Isabelle. Vous copilotez ce projet depuis le début. Et pouvez-vous nous raconter d'abord comment vous avez rencontré sur ce projet, justement, Annie, quelle était la principale motivation à vous retrouver à deux pour ce pilotage? Oui, bien en fait, ce qui est particulier, c'est qu'Annie et moi, on ne se connaissait pas du tout au moment de la mise sur pied au départ du projet. Et ce qui est vraiment apparu très rapidement, c'est qu'on avait des expertises très complémentaires. En fait, Annie est vraiment reconnue pour ses expertises sur les luttes anti-oppressives en ce qui concerne les identités de genre, etc. Moi, je travaille davantage sur les questions des jeunes en milieu scolaire, les jeunes racisés, milieux défavorisés, issus de l'immigration. Et donc, de ce point de vue-là, on avait vraiment des expertises vraiment très complémentaires. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'au niveau méthodologique, en fait, on travaille sur des méthodologies aussi différentes. Et puis ça, c'est une énergie qu'on a vraiment envie aussi de mettre en place dans le cadre de ce projet-là, donc d'arriver avec des perspectives différentes. Donc, toute cette idée d'arriver avec des gens, de regrouper des gens qui travaillent avec des visions de la recherche en EDI différentes, bien, c'est quelque chose qu'on retrouve entre elle et moi qui est vraiment intéressant. Puis finalement, bien, Annie, c'est aussi une professeure autochtone. Et donc, c'est intéressant parce que ça permettait aussi de voir comment on pouvait faire une place, faire un lien avec le plan Place au premier peuple dans le cadre du projet. Donc, pour nous, en fait, là, tout ça a fait que ça a été une rencontre vraiment intéressante, très riche. Puis c'est un petit peu cette énergie-là qu'on a envie de donner au projet qui est en train de se mettre en place. Justement, Annie, d'ailleurs, Annie et Isabelle, vous ne manquez pas de responsabilités et d'activités en recherche. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à embarquer dans ce nouveau projet? Bien, moi, c'est un sujet qui m'anime vraiment depuis longtemps dans mes projets de recherche, comme Isabelle l'a mentionné. Donc, c'est certain que quand elle m'a approchée pour joindre cette initiative-là, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très, très stimulant dans le sens où on va pouvoir rassembler des chercheurs qui travaillent et qui sont animés, eux aussi, par les questions d'équité, diversité, inclusion. Parce qu'en fait, on est plusieurs à faire ça, mais on est un petit peu éparpillés partout, dans différents centres de recherche, dans différentes disciplines. Donc, pour nous, c'était vraiment une motivation, en fait, de développer quelque chose qui pourrait être rassembleur, mais aussi une opportunité de décloisonner, je pense, la manière qu'on pense la recherche, qui est souvent vraiment par problématique. Puis quand on parle d'équité, diversité, inclusion, bien, on parle vraiment d'une posture. Donc, pour nous, c'était vraiment intéressant. En tout cas, pour moi, c'est la raison pour laquelle je me suis joint à ça, parce que je vois des opportunités de développement, de façon de penser en recherche. Donc, c'est vraiment ma motivation. Alors, c'est un projet qui est encore en phase de démarrage, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, à la fois sur la démarche, je crois, qui est assez innovante, et puis également sur les premières orientations, sur quoi vous allez vous réunir? Oui, bien, essayer de piloter le développement d'un centre de recherche en équité, diversité, inclusion, bien, il faut se mettre vraiment une paire de lunettes, équité, diversité, inclusion. Il faut, comme on dit, il faut que les babines suivent les bottines ou l'inverse, mais tout ça pour dire qu'on a vraiment essayé de développer une approche de co-construction dans laquelle il y a le moins possible de relations de pouvoir. Donc, déjà en partant, on est deux à copiloter ça et on s'est rapidement, en fait, entouré de collègues qui travaillent aussi sur des questions d'équité, diversité, inclusion. Donc, on a mis sur pied un petit comité de pilotage qui travaille avec nous. Et encore une fois, rapidement, on a commencé à consulter d'autres chercheurs, mais aussi
des étudiants et des professionnels de recherche pour être capable de vraiment comprendre les besoins de la communauté universitaire de façon plus large. Et donc, on est toujours en processus de consultation, mais je vous dirais que ce qui se dessine présentement, c'est que le centre va probablement porter autour de 4, mais peut-être plus. Il va falloir voir comment on réfléchit ça et je ne veux vraiment pas qu'on s'engage dans des positions fermes ici, mais on va probablement avoir des axes de recherche qui vont regarder à comprendre les oppressions, mais aussi les processus de résistance, de résilience des populations qui sont parfois marginalisées. On va aussi se pencher sur les pratiques qui sont conductives au développement de l'équité, diversité, inclusion dans des milieux, incluant l'Université de Montréal. On va réfléchir aussi probablement aux méthodologies de recherche qui sont conductives à favoriser de l'EDI dans le processus de recherche par l'émancipation des populations. Puis finalement, un axe transversal va certainement être le transfert des connaissances. Mais ça va être à définir avec les gens. Justement, je vais rebondir sur un de vos points là. Isabelle, on comprend bien qu'on veut que ce centre en EDI fasse rayonner la recherche de l'Université de Montréal dans ce domaine, mais est-ce que nous communauté d'EM, nous pouvons en apprendre davantage sur la culture EDI pour améliorer nos pratiques? Est-ce qu'il y aura aussi un retour d'expérience et de cette expertise pour notre organisation? Bien, c'est un souhait. Puis ce qui est très intéressant, en fait, c'est que quand on a commencé nos consultations, puis Annie l'a bien mentionné, tout ça est encore en cours, mais c'est apparu très clairement dès le départ des gens qu'on a consultés, certains chercheurs, mais aussi les étudiants, cette envie et cet intérêt de vouloir participer à une certaine transformation, à un certain changement à l'intérieur de l'institution. Évidemment, on arrive là avec une vision modeste dans la mesure où l'idée n'est pas de tout chambouler, mais il y a vraiment cette volonté-là de participer au changement. Puis à travers les propositions d'axes qui sont pour l'instant sur la table, mais qui sont vraiment là, susceptibles de bouger dans le temps. Mais quand on parle, par exemple, de pratiques conductives en EDI, évidemment qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à quelles sont les pratiques conductives en EDI qu'on pourrait instaurer au niveau institutionnel et à l'Université de Montréal plus particulièrement. Donc, il y a vraiment des gens qui ont cet intérêt-là. Puis sinon, quand on parle de toutes les méthodologies aussi qui touchent la recherche en EDI, bien, en fait, de plus en plus, les organismes subventionnaires exigent que dans les demandes de subvention, les chercheurs de toute discipline intègrent des questions relatives à l'EDI. Et donc, nous, il y a vraiment des chercheurs qui ont envie de se pencher sur ces questions-là et les travaux qui vont émerger de là vont évidemment avoir un impact qui pourra avoir des effets au-delà des disciplines directement concernées, mais dans toutes les disciplines. Donc, il y a vraiment cet intérêt-là de vouloir participer à une certaine forme de changement à l'intérieur de l'institution. Puis ça, c'est certain que c'est une motivation pour beaucoup, même si il y a beaucoup de chercheurs aussi qui s'intéressent aux impacts de leurs travaux à l'extérieur, au partenariat avec les communautés, dans une approche très collaborative, etc. Mais ça fait vraiment partie de notre réflexion. Oui. En tout cas, c'est un projet qui paraît passionnant et d'ailleurs qui a l'air de vous passionner. Il est, je pense, inventif dans son objet, sa démarche et j'ai très hâte de savoir à quoi ça va ressembler. Merci à vous trois. Alors, l'événement tire à sa fin. J'en profite pour remercier tous les intervenants. Je voudrais aussi remercier les membres de nos unités au vice-rectorat à la recherche. D'abord, les équipes du Bureau de la recherche, développement, valorisation, donc le BRDV, les membres du Bureau de la conduite responsable en recherche et, ne les oublions pas, tout le personnel des animaleries. Je vous invite à rester en contact avec nous, directement via le vice-rectorat à la recherche, mais aussi par le BRDV ou le Bureau de la conduite responsable en recherche. Et puis, si ça vous tente aussi, via la liste de diffusion du laboratoire d'innovation. Et puis, en terminant, je vous dis à bientôt, peut-être, puisqu'on souhaite vous revoir le 20 avril pour notre événement. Bravo Recherche. Merci encore.